pense qu'il y a cette petite lacune du côté des boxeurs que n'ont pas les combattants de MMA. Pourquoi tu dirais que la culture boxe elle est aussi populaire aux États-Unis et qu'elle n'a pas pris? On rentre dans la polémique ou pas? Amateurs de combat, bonjour à vous. Alors aujourd'hui on se retrouve à la Gracie Barra avec Jonathan McHardy, donc co-animateur du RMC Fighter Club, grappleur aussi, et puis visage de l'afterfoot. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours, comment t'es arrivé au RMC Fighter Club? Écoute, j'ai commencé à faire l'afterfoot à l'occasion de la Coupe du Monde 2014. Ça commence à faire un peu maintenant. Et puis voilà, petit à petit j'ai intégré l'équipe, donc RMC. Et puis j'ai toujours aimé les sports de combat, c'est ma première passion. Je fais de la boxe quand j'étais petit, de l'anglaise. Et puis petit à petit je me suis tourné par mon attrait pour le MMA. Je suis un peu âgé, hein, je pense pour être ton père, j'ai 36 ans. Donc voilà, c'était les DVD à l'époque, du Pride, d'Anderson Silva, etc. Et puis donc j'ai commencé, souvent je parlais de ce sport-là dans l'afterfoot, chose qui était totalement, tu vois, un peu incongrue parce qu'à l'époque personne ne savait ce qu'était le MMA. Je me rappelle, j'avais parlé du combat dans des combats de Francis à l'UFC au tout début quand il avait encore les tresses, tu sais, quand il commençait là-bas. Donc voilà, les gens savaient que c'était un peu l'autre sport que j'aimais avec le foot. Et puis donc RMC Sport, la télé ayant les droits de l'UFC, c'est tout naturellement que au fur et à mesure que le sport a pris de l'ampleur, on a lancé ce projet de faire un podcast, le RMC Fighter Club, qui mélange actualité de la boxe et actualité du MMA et des sports de combat en général, avec mon compère Alexandre Herbinet. Et c'est comme ça qu'on a lancé ça, quoi. Voilà. C'est tous les lundis maintenant. Et puis on s'interdit pas d'enregistrer plus d'épisodes par la semaine, ça dépend. On a une bonne petite réputation. Ouais, voilà, ouais, on a une bonne petite réputation, surtout dans le milieu des combattants. Il y a beaucoup de combattants qui refusent de donner des interviews qui donnent juste à nous, etc. Donc ça c'est cool. Et j'ai l'impression que voilà, on a une bonne répute et que du coup en fait quand il y a quelqu'un qui te passage en France ou quoi, on s'interdit pas d'enregistrer plus d'épisodes, quoi. Très bonne émission. Merci. Ouais, c'était cool, hein. Alors, ouais. Donc sur l'anglaise. Ouais. Donc la boxe anglaise, c'est vraiment, je dirais, peut-être le premier sport de combat qui a vraiment été médiatisé à très 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 grande échelle. Ouais. Avec, il s'inscrit aussi en France. Dans le monde. Dans le monde, ouais. Dans l'intégration de la culture américaine, ouais, dans bien le sûr. monde entier, etc. Pourquoi ce sport il attire tant, pourquoi il engrange tant de récits? Il y a Julien qui me dit de pas raconter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. C'est Max Kellerman, l'analyste de boxe, qui dit ça souvent. Si tu vois tu passes dans la rue, tu vois des gens jouer au basket, est-ce que tout le monde s'arrête? Non, pas forcément. Tu passes dans la rue, tu vois des gens jouer au foot, est-ce que tu t'arrêtes? Tu passes dans la rue, tu vois des gens en train de se mettre sur la tronche, est-ce que tu t'arrêtes? Ouais, forcément. Donc il y a cet attrait un peu primaire, tu vois, cet instinct un peu primaire, animal qu'on a tous un petit peu en nous, qui fait que les gens sont fascinés par le fait de voir deux hommes remettre en jeu, parce que tu vois, un peu symboliquement remettre un peu en jeu leur virilité dans un ring. Aux yeux de tout le monde, il y a quelque chose qui est extrêmement fascinant, tu vois. Donc c'est tout à fait logique que de tout temps l'être humain a combattu, que ce soit dans les arènes à Rome, les gladiateurs, etc. Bon c'est les gladiateurs modernes, tu vois, les boxeurs. Ça a été les premiers gladiateurs modernes. Et pourquoi on parle de noblard? C'est à cause des règles, parce que c'est quand même codifié, parce que c'est quand même, c'est de par son héritage, de par sa naissance, de par son histoire, qui à la base était un sport justement pratiqué par des gens de bons milieux sociaux, qui fait qu'on appelle ça le noblard, mais c'est quand même quelque chose qui est très codifié. Il y a le ring. Tu vois, moi je te parle pas juste de l'histoire, je vais sortir un peu du cadre de l'histoire que tout le monde connaît, mais t'as quand même tout ce décorum, le ring, l'annonceur, les tenues, les peignoirs d'entrée, qui font que ça a un côté quand même esthétiquement très noble à l'œil. En France, il y a une impression qu'on a peut-être plus de pratiquants, que ce soit loisirs, amateurs, pro, de boxe anglaise, que de spectateurs réguliers ou de connaisseurs vraiment. Tu dirais que c'est quoi le niveau de la boxe en France? Malheureusement, c'est en très forte régression. Le MMA est en train de tout prendre, faut pas se voler la face, hein. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en termes de spectateurs, je parle pas de télévision, mais de gens qui vont dans les salles,
il y a quand même des gens qui sont attirés par cet attrait, l'attrait dont on parlait, tu sais, le côté noblard, le côté on va voir un combat de boxe, on va voir un gala de boxe, on dit même pas un combat de boxe, on va voir un gala de boxe. Il y a un côté encore un peu noble avec les commentateurs en smoking, etc. Après oui, il y a beaucoup plus de pratiquants quand même, t'as quand même raison dans le fond, que de gens qui suivent ça au quotidien, que de vrais passionnés, parce que il manque en France à l'heure actuelle une vraie tête d'affiche. Ouais. On a essayé de la créer de manière un petit peu artificielle avec Tony Yoka. Ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'on en parlera après, mais que le produit n'est pas à la hauteur de ce qui a été vendu aux gens en termes de qualité pugilistique pure. Mais voilà, tu as besoin d'une locomotive, de quelqu'un qui est capable, qui arrive à transcender le sport pour gagner le cœur des Français. Un peu comme Brahim Asloum a su le faire en son temps, même si il n'a pas fait non plus exploser la popularité de la boxe en France, mais je pense que tout le monde avait été très touché par son histoire, par ses larmes, par sa teinture bleu, par sa teinture de cheveux, etc. Dans un autre temps, il y avait les frères Tiozo qui eux aussi ont transcendé un petit peu le domaine du sport, qui ont sont devenus des entre guillemets des people. Mais en France à l'heure actuelle, il y en a très peu. Les meilleurs boxeurs actuels, qui pour moi sont Souleymane Sissoko, Christian Mbili et Milan Pratt, ne sont pas médiatisés. Souleymane Sissoko quand même un petit peu plus parce qu'il a le bon promoteur, parce que c'est un mec en or, c'est un ami, donc je peux pas dire autrement, mais c'est un mec qui est vachement impliqué dans des choses à côté de la boxe, dans la vie associative, etc. Mais au final, tu vois, quand on voit la carrière que Christian Mbili est en train de se construire, il est dans le top 5 des super moyens mondial, c'est un destructeur. Moi je pense qu'il va prendre une ceinture mondiale un jour, même sous 2 ans il va être champion du monde. Il est parti s'expatrier au Québec, parce qu'il pensait que c'était le meilleur choix pour sa carrière. Mais voilà, ça manque quand même de vraies figures, de vraies locomotives. Ouais. Puis même de ce que tu dis, justement, Yoka, on est en train de lui dire de plus en plus, va aux États-Unis. Va aux États-Unis, ouais. Fais-toi oublier, boxe avec moins de pression. Donc voilà, on n'a pas encore ce mec-là qui mélangerait deux choses, c'est-à-dire le talent qu'ont des Christian Mbili, des Souley Sissoko, des Milan Pratt, et le charisme un peu, tu vois, que pouvaient avoir les frères Tiozo, par exemple. Il y a une émission aussi que vous avez fait il n'y a pas longtemps, au Fighter Club, sur la culture, sur le rap. C'est le seul Fighter Club où j'étais pas là. Ouais, voilà. J'ai du mal à t'en parler. Mais je voulais écouter quand même. Non, okay. En plus, il y avait Bilal Kitou dedans. J'abuse. Il y avait Attic. Je sais même pas qui c'était moi, Attic. Ouais, c'est un rappeur. C'est un comédien, c'est ça? C'est un rappeur, je crois, qui a fait une émission, qui a fait le Validé. Ok, je suis trop vieux. Ouais. Mais en tout cas, il parlait de rap et de boxe. Il disait que vraiment aux États-Unis, la boxe, elle est omniprésente dans la culture vraiment populaire, et que dans tous les morceaux de rap, en fait, ils font des références à la boxe et des références vraiment précises à la boxe. Pas juste ouais, Mohamed Ali, ouais, je t'éteins comme Tyson, je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment des trucs précis. Un peu comme nous en France, on a le foot, tu vois. Dans les rêves de rap, il y a le foot tout le temps et tout. Pourquoi tu dirais que vraiment la culture boxe, elle est aussi populaire aux États-Unis et qu'elle a pas pris en France? On rentre dans la polémique ou pas? Vas-y. Bon, je vais prendre des pincettes pour essayer de bien me faire comprendre. En France, je pense que c'est un problème démographique. Parler des grandes stars de la boxe en France, il y avait les frères Tiozo, il y avait Benichou, il y avait Brahim Asloum, tu vois. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que dans les années 50. Alors même si des gars comme un gars comme oui, Marcel Cerdan, oui, bien évidemment, mais même si tu vois un gars comme Brahim est issu de l'immigration, je pense qu'on n'a pas eu des boxeurs qui ont atteint le très très haut niveau, qui venaient des quartiers derrière lesquels les jeunes des quartiers auraient pu se ranger, qui aurait fait grandir la popularité de ce sport-là dans la culture, la culture rap, la culture populaire entre guillemets. Donc ça a été un vrai problème. Et encore une fois, j'en reviens. Donc c'est vraiment, je pense, un truc démographique. Je pense que s'il y a un mec qui vient des quartiers, qui casse tout sur la scène mondiale, qui va chercher une ceinture, ça pourrait vraiment changer la donne. Tu vois, il y aurait la démographie qui va avec. Regarde par exemple, je te dis pas qu'il vient d'un quartier, il vient de La Roche-sur-Yon, je crois, mais par exemple Cyril Gane, il est très dans cette culture un peu street, tu vois, un peu hip-hop, etc. Et c'est devenu un peu une coqueluche, tu vois, les gens, même si voilà, il a connu contre Francis, mais les gens sont derrière lui. T'as cette démographie-là qui est aussi derrière Cyril Gane. En boxe, on n'a pas eu vraiment ça. Et malheureusement, je dirais que c'est un problème d'organisation de la boxe en France, tout simplement. Je pense qu'il y a trop de cloisonnement entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, même si ça va mieux avec le changement des règles qui a impulsé des changements aux Jeux Olympiques, qui a impulsé un changement vis-à-vis de la Fédé. Mais regarde aux États-Unis.
Aux États-Unis, il y a des mecs qui viennent des quartiers américains et qui sont champions du monde, qui deviennent des stars et qui font qu'ils sont inscrits dans cette culture populaire parce qu'en plus, ils ont cette sensibilité vis-à-vis de la musique, vis-à-vis de la mode, etc. Un mec comme Gervonta Davis, même comme Floyd en son temps. Donc, on n'a pas eu ce genre de figure en France, qui fait que, en France, t'as pas cette base populaire. La base plus, on va dire, classe moyenne, la boxe, c'est pas vraiment son truc, c'est plus le foot, on va pas se mentir. Donc, il n'y a pas le terreau démographique qui pourrait faire que ça décolle. Justement, là, tu parlais même des Jeux Olympiques. Et en fait, la boxe anglaise, elle est plutôt en danger en ce moment. Parce qu'à cause des histoires de fédé et tout, on parle même peut-être de la retirer des futurs Jeux Olympiques. Moi, j'y crois pas. Je pense que ces gaillards, on va réussir à trouver une solution parce que la boxe au jeu, c'est trop important, c'est trop symbolique, tu peux pas la retirer. Donc, je pense qu'il y aura, ça va s'arranger assez vite. Donc, sur le combat, tu as donc justement la boxe anglaise qui a pas tant pris et le MMA qui arrive, bam, là, énorme essor du MMA en France. Alors, est-ce que tu dirais que c'est lié justement à ces figures plus populaires ou est-ce que tu dis qu'il y aura aussi peut-être autre chose dans le sport lui-même qui fait que les gens vont s'y intéresser alors que la boxe, bon. Je pense que c'est comme les petits enfants, quand tu leur interdis quelque chose pendant longtemps, au final, quand c'est autorisé, ils se jettent dessus. Donc je pense qu'il y a ce côté un peu où les autorités françaises ont anormalement interdit ce sport pendant des années, qui fait qu'il y a ce côté un petit peu subversif et un petit peu nouveau, on va pas se mentir, tu vois, c'est la nouveauté, c'est l'attrait de la nouveauté. On a été gâtés parce qu'en plus Cyril a été très rapidement combattre pour la ceinture, a très rapidement pris la ceinture intérim après la légalisation du sport, donc ça a pas mal aidé. En plus, on est gâté parce que Cyril, en plus d'être ultra talentueux, il s'exprime bien, il présente bien, il casse un peu cette image de mauvais garçon, c'est le bon gamin. Donc il y a eu tous ces ingrédients qui font que ça a vraiment décollé. Après, je t'avoue, tu vois, je prêche pas pour ma paroisse, mais je pense qu'à RMC, notamment Laurent Salvaudon, le patron de la chaîne télévisée, il fait un travail énorme pour populariser le sport, pour pas le vulgariser, mais le présenter d'une manière qui est intelligible pour monsieur et madame tout le monde qui ne connaîtrait pas. Donc ça, c'est un très gros travail j'aime pas le mot vulgarisation, mais tu vois, de présentation, d'intronisation qui est fait par RMC et par Laurent Salvaudon, qui aide aussi. D'ailleurs, je pense que RMC a été vraiment très bon en tant que diffuseur sur notamment l'UFC Paris, parce que moi, par exemple, quand je pense UFC Paris, j'ai même dans ma tête le logo RMC qui est associé, parce qu'il y a eu le film avant, le film après, il y a eu les interviews, ils étaient de partout tout le temps et franchement ils ont vraiment pris part à ça à fond, même s'ils n'étaient pas le seul diffuseur ce soir-là, mais quand même c'est vraiment RMC et puis il y a des émissions etc. Mais il y a aussi un truc par rapport aux combattants français. Je prends des mecs qui sont pas à l'UFC par exemple. Regarde un mec qui il est ultra talentueux, mais regarde un mec comme Morgan Charrière. Il n'est pas à l'UFC. Il est ultra populaire parce qu'il sait communiquer. Tu vois, il sait se servir des réseaux pour justement que les gens accrochent à son histoire, à son parcours. Par exemple, un mec comme Christian Mbili qui est dans le top 5, c'est un ami aussi, tu vois, mais on en parle souvent. Il est dans le top 5 des super moyens. Il communique pas comme Morgan, tu vois. Donc les gens sont moins, en France malheureusement, s'intéressent moins à lui. Je pense qu'il y a cette petite lacune du côté des boxeurs que n'ont pas les combattants de MMA. Combattants de MMA, et je pense que ça a été exagéré, grossi, amplifié par le fait que l'UFC a tendance à accorder des bons combats, des bons placements en pay-per-view aux combattants qui communiquent le mieux. Je pense que les combattants de MMA ont été éduqués à ça, tu vois, un peu intrinsèquement. Et tu penses que peut-être aussi le désintérêt, entre guillemets, en tout cas le peu d'intérêt sur la boxe anglaise, il pourrait aussi s'expliquer par rapport à des règles de la boxe anglaise, la manière dont le sport se... Non. La boxe anglaise, t'as tout pour être un sport de masse, parce que les règles sont compréhensibles, parce que techniquement c'est facile à comprendre. Tu vois, c'est pas comme du MMA où tu peux avoir des phases de catch control ou de clinch où c'est un peu moins, tu vois, agréable à voir à l'œil. Et puis je pense qu'il y a un truc qui fait que la boxe reste un sport qui a un potentiel dramaturgique qui peut captiver les foules, c'est la règle du comptage. T'es envoyé au tapis, t'es compté, ça te donne quand même, tu vois, le petit rebondissement dans la série qui fait que t'es captivé. Alors si quelqu'un ne connaît pas du tout la boxe anglaise et décide de s'y intéresser, c'est qui les plus grands boxeurs français dans l'histoire? Marcel Fernand, Carpentier, les frères Thiozo. Après, moi, Brahim, t'es obligé d'en parler parce qu'il a impulsé un vrai renouveau, tu vois, à un moment où
c'était un peu en chute la boxe. Mais moi j'adorais Fabrice Bénichou aussi, destructeur sur le ring. Voilà, il y a ces noms-là par lesquels tu peux être introduit à la boxe en France. Après, c'est un peu triste à dire, mais on n'a pas tant de grandes stars que ça en boxe en France. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'en oublie, je t'en cite 5-6 comme ça, tu vois, mais on n'a pas tant de grandes stars qui ont vraiment marqué, qui ont été dominants mondialement. Tu vois, par exemple, un mec comme Arsène Goulamirian, il est champion du monde. Je pense qu'il, malheureusement, hein, il marche dans la rue, personne ne le reconnaît, alors que c'est un truc de ouf quand même, il est champion du monde. Bah, en vrai, même je pense que globalement, en France, et tu vois, bah, pour moi, Souley Sissoko, c'est peut-être le meilleur boxeur français actuel, mais non, je pense... c'est Souleymane et Christian, vraiment. Ouais, Christian. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la rue, il n'y a que Tony Yoka que les gens connaissent. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce que Tony a bénéficié de l'exposition avec Canal+, de tout ce cinéma avec la conquête et tout. Le côté JO, c'est tout. Oui, et il a pris la médaille d'or aux Jeux Olympiques. L'histoire était belle avec sa femme, etc. Donc oui, il y avait un storytelling potentiel sur lequel Canal+ a capitalisé qui était énorme. Bah justement, tu parlais d'Estelle Moussevi. Ouais. Là, actuellement, il y a une polémique qui n'a pas trop pris, mais autour des JO, justement, des préqualifications. Ouais. Puisque les JO, normalement, c'est réservé aux amateurs. Et là, il y a des professionnels qui viennent faire les qualifications pour les JO. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est très bien. Et après, attention, ça ne veut pas dire forcément que les pros ont un avantage notoire là-dessus. Je te rappelle qu'Hassan N'Dam, qui a quand même une carrière en pro plus que très belle, il a rien fait au jeu quand il a fait les jeux avec les Cameroun. Tu vois, c'est un autre sport. Donc, je trouve ça bien parce que ça permet, tu vois, aux très bons amateurs de pouvoir passer pro sans se dire merde, si je passe pro, je pourrais plus revenir en arrière. Je pense qu'un mec comme paix à son âme, comme Alexis Bastine serait passé pro depuis bien longtemps s'il n'y avait pas eu cette règle que je trouve un peu désuète. C'est très bien, je pense que ça peut qu'augmenter le niveau de la compétition. Mais attention, on parle de deux sports différents, avec des réflexes différents, avec des règles différentes, avec des automatismes différents. Donc c'est pas gagné, tu vois, c'est pas gagné. C'est pas parce que tu viens du monde pro pour que tu vas te gagner contre des amateurs directement. Ouais. Et du coup, tu dirais qu'il y a qui comme combattant français actuel, que ce soit confirmé ou jeune espoir à suivre? Alors on a parlé des deux meilleurs. Ouais. Pour moi là-dessus, mais je pense que c'est un bon move de la part de Souley d'aller en welter. Ouais. Il a gagné son combat là, à Nantes, à Mengué, c'est une bonne intronisation. Je pense que je peux le voir assez rapidement aller combattre pour la ceinture parce qu'en plus il a fait un move très intelligent, que ce soit financièrement mais aussi pour sa carrière, c'est qu'il a signé avec Eddie Hearn. Donc ça aide quand même d'avoir un super promoteur. Pour moi le meilleur, et je suis pas très objectif parce que c'est vraiment un bon ami, mais c'est Christian Mbili. Depuis des années, je pense que si tu le mets dans un ring face à Canelo, il a ses chances. Parce qu'il met de la pression, parce qu'il les encaisse bien, parce qu'il a un gros cardio et parce qu'il tape comme un sourd-muet. Mais il faut l'attendre. Oui, mais il frappe comme un sourd-muet. Je pense que dans la catégorie des super moyens, c'est lui qui frappe le plus fort. Ouais. Et de loin. Donc je pense qu'il a tout pour embêter Canelo. Donc moi, je pense que Christian, je sais pas ce qui va se passer avec les ceintures de Canelo, mais je pense que Christian, c'est le prochain champion du monde français et il a totalement le style boxe pro. Il a un peu volé aux Jeux Olympiques, il n'est pas médaillé, mais il a un peu volé. Mais en boxe pro, sa puissance s'est retranscrite immédiatement. C'est un destructeur. Il a tout pour captiver les foules et la masse. Donc pour moi, il y a Christian. Et après, si je devais mettre en avant un boxeur dont on parle peu, c'est Milan Pratt. Milan Pratt, c'est un vrai talent. Il est à 18 combats, 18 victoires, 15 KO, il me semble. Champion d'Europe, super welter. C'est un personnage hyper intéressant. Il en a dans le cerveau. Je le vois aller très loin parce qu'il a 23 ans, il me semble, et je pense qu'il a une marge de progression qui est énorme. Donc ouais, Milan Pratt, c'est vraiment un nom à suivre. Après, évidemment, il sort d'un revers, mais contre David Papo. Mais je pense que Bilal Shkitou a quand même un potentiel intéressant. Je pense que c'est plus dans la tête, tu vois. Je pense que attention, quand je dis dans la tête, c'est pas qu'il est faible, est faible psychologiquement. Je pense juste qu'il faut qu'il prenne de l'expérience. Et qu'en prenant de l'expérience, en arrivant à être un peu plus imperméable et hermétique à ce qui se passe en dehors, il peut aller loin. Et il a en plus le facteur X, c'est qu'il sait communiquer, il sait captiver l'attention des fans. Donc moi, je crois encore beaucoup en Bilal Shkitou.
Même si les gens ont tendance à vouloir l'intégrer parce qu'il a 2 rouges sur son palmarès maintenant. Mais je pense que Bilal, en se reconstruisant, et on en a discuté ensemble, là, il va reprendre des combats pour se remettre dedans et tout. Moi, j'y crois encore. Donc voilà, je dirais que je mettrai en avant ces 2 noms. Et puis si on parle de Bilal, on est obligé de parler de David Papo, qui a battu Bilal dans leur dernier affrontement. C'est un mec, t'es obligé de l'aimer, quoi. Le mec, il parle pas, il est dans son coin avec les dockers en Bretagne. Et puis c'est un super boxeur. C'est un super boxeur, David Papo, et qui gagne à être connu. C'est triste qu'un mec qui ait une carrière aussi belle soit si peu médiatisé. Donc David Papo. Il y a aussi Kevin Elessadjo, qui a un vrai talent, je pense, qui est à suivre. Mais voilà, si je devais ressortir un nom vraiment pour moi, qui sort des noms confirmés et qu'on entend habituellement, c'est Milan Prat. Ouais. Bah justement, Bilal, il a ce côté qui sait vraiment se vendre, et puis aussi le côté quartier, le côté communautaire et tout. Il a tout, en fait, il a toutes les cartes pour être plus médiatisé. Là, tu parlais d'un David Papo, David Papo, il est plus discret aussi. Alors peut-être qu'il n'est pas médiatisé aussi. Les médias, ils vont pas bien. Non, mais attends, quand ils se sont affrontés, on a suivi les deux. Bon, bah, c'était plus facile d'obtenir des trucs de Bilal que de la part de David, parce que c'est pas dans son tempérament. Non. Et c'est pas tirer une cartouche à David, c'est que David, c'est pas, voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est entraînement, combat, voilà. Donc c'est de sa faute aussi, tu vois, il donne pas aussi aux médias ce qui fait qu'on pourrait, tu vois, encore. Alors son histoire elle est belle, tu vois, c'est un mec vraiment du terroir, etc. Je pense qu'il y a un fort potentiel de médiatisation, mais après il est pas dans le truc, tu vois, il va pas se forcer non plus, même si je pense personnellement qu'il devrait, parce qu'un mec qui a son talent là, il mérite à être connu, c'est sûr. Donc toi tu dirais aussi, ça, pareil, on voit un peu ça au MMA, la communication. Pour gravir des gestions, en fait, c'est limite aussi. Tu sais que Taylor, il s'est fait virer de l'UFC à 3-1, parce qu'il avait pas assez de followers sur Insta. C'est quand même un truc de fou, quoi, tu vois. Ouais. Et les gens étaient en train tous en... Ouais, mais bon, 3-1, il était à 3-1. Et puis les gens étaient tous en pamoison devant Tom Duquesnoy. Mais pour moi, le meilleur coq français, tu faisais un combat entre les deux, Duquesnoy, entre Taylor et Duquesnoy, à cette époque-là, Duquesnoy, il ressort sur une civière. Faut quand même se rendre compte de la chose. Donc voilà, c'est quand même hyper important. Encore maintenant, même Taylor au vrai niveau et tout, mais je pense que là... Taylor, il a le niveau UFC, mais il a re-signé, donc tant mieux, mais là, moi, je trouve ça aberrant qu'il ait perdu tout ça. Là, je pense que Taylor, c'est un autre Taylor que je vois ces derniers temps. Justement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dans... peut-être que c'est l'empreinte de son management, etc. Ou peut-être que c'est la leçon qu'il a apprise, ou le fait d'entrer dans les médias. Mais Taylor, il est beaucoup plus dans le truc, j'ai l'impression, il est beaucoup plus intéressant à aller suivre. Et puis peut-être le fait qu'on s'habitue à le voir aussi un peu partout. Peut-être que c'est juste la maturité et qu'il a pris de l'âge aussi, tu vois. Après, attention, Taylor, pour l'avoir beaucoup côtoyé parce qu'il faisait le podcast avec nous, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc ça m'étonne pas. Écoute, merci beaucoup. Pas de souci. On peut te retrouver dans RMC Fighter Club, on peut te retrouver sur la chaîne Twitch, RMC Sport. Ouais. Puis ici, Puis ici, au Gracie Barra. D'ailleurs, tu as fait un combat à l'AEF il y a pas longtemps, que tu as gagné. Ouais. J'ai entendu le RMC Fighter Club, ça parlait de AEF 3, je sais pas si c'était une blague. Non, c'est sérieux, bien sûr. Grosse force, Merci. Mais non, c'était pas un one shot, quoi. Tu vois, je t'ai donné rendez-vous là, c'est que j'y suis tous les jours. C'est facile, si tu veux me trouver, c'est forcément ici. Donc non, on s'entraîne dur et puis il y a toute la team qui a des échéances, donc faut qu'on s'aide vraiment les uns les autres et tout. C'était professionnel, c'était amateur. Après en grappling, tu vois, pas vraiment de différence, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est pareil, pour moi c'était un combat dans ma tête, c'était un combat pro parce que toutes les soumissions étaient autorisées. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était toutes les soumissions autorisées, 10 minutes, règle ADCC, voilà quoi. En plus, on voit que direct, tu vas dans les jambes au début et tout, du combat. Je serais un plan dans la tête. Honnêtement, mon plan c'était juste de tirer la garde et de travailler dans dessous. Après, je suis pas focus sur une seule zone, tu vois, d'attaque. Mon but c'était vraiment, et puis après tu l'as interviewé, donc tu sais, je pense que j'ai le meilleur entraîneur de France pour ça. Puis avec Karim Terrache, qui est notre coach, qui est extraordinaire pour moi. D'être un ami, c'était d'être le plus offensif possible, quoi. Donc il n'y a pas de focus particulier sur une zone du corps. Ok, merci beaucoup. Encore merci à Gracie Barra. Je pense en grappling pur, jiu-jitsu pur, c'est ce qui se fait de mieux clairement en France. Et puis Julien, je pense que c'est le meilleur dans cette discipline-là. Donc, ouais, même si les supporters du PSG et qu'il y a des matins, c'est difficile.
Ce matin, c'est difficile pour les supporters du PSG, là, surtout. Oui, mais bon, après, tu sais, comme c'est Habitué, l'épreuve. ouais. Oui, mais bon, après, tu sais, on peut le charrier, mais pas trop non plus, parce que ça peut se réveiller vite sur le tatami, quoi. Écoute, merci beaucoup. Merci. Si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et pour plus de démonstrations, d'interviews et d'histoires sur les sports de combat, tu peux t'abonner à la chaîne Olympe Fighting sous la vidéo.